Nous avons abordé deux goûts qui fonctionnent d'une manière assez simple avec des canaux ioniques. Maintenant, abordons les trois autres goûts qui en fait fonctionnent d'une manière similaire avec avec des récepteurs métabotropes. On va voir que leur activation euh, euh, entraîne l'activation d'une protéine G. Et ils fonctionnent comme des récepteurs qui vont reconnaître spécifiquement des structures amères, des structures sucrées, ou bien le glutamate dans le cadre du goût umami. Alors ce qui est intéressant, et on ne s'y attendait pas vraiment quand on l'a découvert, c'est que la structure de base de ces récepteurs est assez similaire. Et on a donc l'association de ces protéines de base qui sont pourtant dans leur assemblage spécifique, les unes du goût amer, les autres du goût sucré et les autres encore du goût umami. Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Elles fonctionnent d'une manière générale comme ceci. C'est-à-dire que on commence par l'activation de ce récepteur par une substance. Alors pour les récepteurs au goût amer, ce sera une substance amère, au goût sucré ou au goût umami respectivement. L'activation d'une protéine G qui va produire un second messager qui va activer la PLC, la phospholipase C. La phospholipase C va permettre la synthèse d'inositol triphosphate, IP3. Cet inositol triphosphate va activer des canaux calciques ligand dépendants au niveau du réticulum endoplasmique dans cette cellule gustative. Le calcium est stocké dans le réticulum endoplasmique et quand l'IP3 est lié au canal calcique, le calcium quitte le réticulum, se retrouve au niveau du cytosol. Et puis on va avoir quelque chose auquel on ne s'attendait absolument pas. C'est que ce calcium va venir activer des canaux à une substance qu'on a déjà bien rencontrée, mais on ne l'avait pas encore rencontrée dans son rôle de neurotransmetteur. L'adénosine triphosphate, qui a ce rôle tellement important dans l'énergie de la cellule, et on l'a rencontré dans plusieurs réactions, on l'a rencontré dans le muscle, on l'a rencontré dans la pompe sodium-potassium, qui est une ATPase. Ici, l'ATP fonctionne comme un neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur n'est pas stocké dans des vésicules. Donc on n'est pas dans la situation qu'on avait connue ici avec par exemple la sérotonine ou tous les autres neurotransmetteurs que nous avons rencontrés. Non, l'ATP est libre dans le cytosol, mais quitte la cellule gustative par des canaux à ATP qui sont assez grands, et ces canaux sont activés par le calcium. Au-delà, l'ATP, qui se retrouve alors dans la fente synaptique, va se lier à des récepteurs purinergiques, puisque l'adénosine, l'adénine est une purine, l'ATP se lie à des récepteurs purinergiques, P-U-R-I-N-E-R-G-I-Q-U-E, qui sont des récepteurs métabotropes, qui sont exprimés par ces neurones gustatifs. Ça, c'est le mécanisme principal. Dans certaines cellules, mais comme c'est illustré ici, je vais généraliser le propos, on a aussi un autre mécanisme, c'est que cette dépolarisation qui est obtenue par le fait que le calcium qui était stocké dans le réticulum endoplasmique se retrouve maintenant près de la membrane, dépolarise cette membrane et peut la dépolariser jusqu'à provoquer l'ouverture de canaux ioniques, voltage dépendant, et un potentiel d'action. Et ce potentiel d'action lui-même a aussi un rôle dans l'ouverture de ces canaux à ATP. Donc les canaux à ATP sont d'une part ouverts par le calcium, directement l'action du calcium sur le canal ATP, et d'autre part par la dépolarisation, très grande dépolarisation obtenue par le potentiel d'action. Ceci n'est pas indispensable. Et si on bloquait
ces canaux avec du TTX, de la tétrodotoxine, on pourrait quand même avoir la libération d'ATP par ce mécanisme. Donc, protéine G, donc activation du récepteur, protéine G, synthèse de ce second messager, la l'IP3, libération de calcium, ouverture du canal à l'ATP et cette libération de l'ATP qui agit comme neurotransmetteur en se liant au récepteur purinergique. En ce qui concerne le goût amer, nous avons des récepteurs qui peuvent être différents d'une substance amère à l'autre. Et il existe de nombreuses substances amères que nous pouvons goûter comme étant amères. Et ces récepteurs sont différents et nous avons, disons, plusieurs dizaines de versions différentes. Mais comme souvent ces récepteurs aux diverses substances amères se retrouvent au niveau de la même cellule gustative, nous ne parvenons pas facilement, en tout cas s'ils sont tous sur la même cellule gustative, nous ne parvenons pas à faire la différence. Par contre, une cellule gustative sensible au goût amer ne présente pas de récepteurs sensibles au goût sucré ou au goût umami. Tous ceux-ci sont représentés en un même schéma parce que le fonctionnement est globalement le même, mais vous voyez que les récepteurs sont différents et ces récepteurs sensibles au goût umami ne se trouvent que sur les cellules gustatives sensibles au goût umami et cette combinaison-là qui est sensible au goût sucré ne se trouve que sur les cellules gustatives sensibles au goût sucré et vous voyez que c'est encore différent de cet agencement-là qu'on retrouve au niveau des cellules sensibles au goût amer.